Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert. Mais quelle est donc cette confrérie informelle fondée sur des liens qui se constituent spontanément ? Quelle est cette communauté faite de rencontres aléatoires, souvent brèves, et de séparations dont naissent d'autres rencontres comme par division cellulaire ? Quel est ce peuple cosmopolite en quête de sérénité, de solitude, animé par la volonté de se sentir vivre au présent, sans s'embarrasser du passé ni trop se soucier de l'avenir ? Quelle est donc cette cohorte adepte d'un geste primal et essentiel ? Qui sont-ils à s'imposer une obligation de Sisyphe ? Qui sont-ils à s'exprimer avec difficulté la raison profonde de leur pérégrination ? Vous l'avez deviné, il s'agit des marcheurs du Camino de Santiago. Puisque cette communauté est informelle, presque volatile et surtout très diverse, la tentation d'essayer de la caractériser resterait vaine. Alors, il est sans doute préférable d'essayer de croquer quelques-uns de ses membres éphémères et de tenter une galerie de portraits. C'est ce que nous propose Gérard Lacoste dans Camino Portraits, paru aux éditions Akala en 2022. Bonjour Gérard Lacoste. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Bonjour à nos auditeurs. Donc Gérard Lacoste, première question, êtes-vous un spécialiste de la division cellulaire, un portraitiste, un sisyphéen ou un adepte de gestes primal ? Peut-être un peu tout ça finalement, mais comme tout un chacun, je dirais. Je suis spécialiste en rien, mais curieux de tout, je dirais. Donc c'est peut-être pour cette raison que je me suis lancé sur les chemins de Compostelle, puisque les gens qui font le chemin de Compostelle sont spécialistes en rien non plus. Ce ne sont pas des marcheurs professionnels, ce sont des gens qui décident un jour d'aller sur les chemins pour des raisons qui sont extrêmement difficiles à comprendre en fait et surtout à exprimer. Puisque dans les premières questions qui viennent sur le chemin de Compostelle, lorsqu'on rencontre d'autres pèlerins, c'est « mais pourquoi faites-vous le chemin de Compostelle ?» Enfin, les chemins, ils sont très nombreux, surtout en Espagne, et les réponses sont toujours assez vagues, finalement, ou assez convenues. On n'arrive pas véritablement à trouver de réponses précises. Alors bien sûr, il y a les chrétiens fervents et pratiquants, ceux-là ont une motivation évidente. C'est pas forcément les plus nombreux. Les autres sont aussi chrétiens de toute façon, même s'ils le sont plutôt d'une manière agnostique, je dirais, mais de leur culture. Et de toute façon, une culture chrétienne, il n'y a que des gens du monde chrétien sur les chemins de Compostelle, au sens très large. Alors on peut commencer par là, qui sont les gens qui sont sur les chemins de Compostelle. Alors peut-être Gérard Lacoste, on va y revenir en détail, oui. Effectivement. Avant, pour nos auditeurs, je suis sûr qu'ils souhaiteraient avoir... mieux vous connaître. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait jusqu'à présent et nous expliquer un petit peu votre carrière littéraire ? Qui je suis en fait. Oui. Bon, je suis retraité déjà, j'ai l'âge de faire les chemins de Compostelle, puisqu'il faut beaucoup de temps, et c'est vrai qu'à la retraite, on en a davantage, même s'il y a toutes sortes de catégories socio-professionnelles sur les chemins de Compostelle. Personnellement, j'ai longtemps exercé des fonctions de direction commerciale dans des groupes industriels, et j'ai eu envie longtemps de faire le chemin de Compostelle, comme beaucoup de gens, sauf qu'il faut du temps. Il faut 5-6 semaines pour faire un des chemins de Compostelle. Parallèlement, je marchais en montagne quand j'avais le temps et je courais. Je cours toujours, de plus en plus mal d'ailleurs, mais enfin je cours quand même régulièrement. Et donc j'avais une forme physique qui me permettait d'aborder le chemin, même si on présume toujours un peu de ses forces quand on s'engage sur des marches au long cours comme celle-là. Mais ma motivation, c'était une motivation en fait de me retrouver seul sur les chemins. D'accord. Même si on n'est jamais vraiment seul, puisqu'on rencontre des gens, et c'est très intéressant, c'est d'ailleurs l'objet de mon livre. Mais on part seul, malgré tout. On part seul et on part avec très très peu de bagages, parce qu'il faut les porter, les bagages. Donc
c'est cette expérience au départ qui me motivait, se retrouver seul face à soi-même en fait. D'accord. Alors au-delà de l'expérience du chemin lui-même, on se pose aussi la question, qu'est-ce qui vous a incité à écrire sur le sujet justement, sachant que vous avez écrit des romans par exemple, ce que vous avez écrit, les portraits que vous avez faits sur Camino Portraits, c'est quand même différent d'un roman. Et qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans cette aventure d'écriture ? Alors d'abord, je ne voulais pas. Je ne voulais pas écrire un livre sur les chemins de Compostelle parce qu'il en existe déjà un certain nombre, d'une part. D'autre part, ce n'était pas mon genre de littérature. Et sous la pression amicale de certaines personnes, j'ai décidé de faire ce livre qui s'appelle Camino Portraits. In English, on y reviendra peut-être. Pourquoi ? Et parce que, en fait, j'ai voulu l'aborder sous l'angle des gens que je rencontre. Vraiment. Sans les embellir, tels que je les ai rencontrés, ils sont dans ma mémoire et je les ai rappelés dans ma mémoire au fur et à mesure que j'écrivais le livre. Et ce sont uniquement les personnes que j'ai rencontrées, les autres pèlerins, donc, qui m'ont motivé à écrire ce livre sans me soucier de lieu. Je ne parle pas ni de temps ni d'espace dans mon livre, simplement des gens que j'ai rencontrés sur les divers chemins de Compostelle que j'ai fait, puisqu'il y a 7 ans maintenant que je fais le chemin de Compostelle tous les ans. Alors quand nous avons préparé cette émission, j'ai retenu, vous m'avez dit, je n'ai pas pris de notes. Et à la fin de la lecture de ce livre, je me suis dit, m'a-t-il dit la vérité ? Absolument, je ne prends jamais de notes. Je ne prends jamais de notes. Je vois autour de moi des pèlerins qui prennent des notes. Certains prennent des notes très circonstanciées, des journaux carrément, ils écrivent leur livre. Moi, je ne prends absolument jamais de notes. J'ai toujours un stylo dans mon sac que je n'utilise jamais. Mais je peux dire que tous les portraits qui sont dans mon livre, réellement, je les ai en mémoire, je les avais en mémoire pour écrire le livre, et je m'en souviens parfaitement bien. Ce sont des gens qui ne sont pas sortis de ma mémoire. Et il y en a d'autres d'ailleurs que je n'ai pas mis dans le livre, je ne pouvais pas mettre tout le monde, mais les gens les plus marquants, je n'ai pas besoin personnellement en tout cas, de prendre des notes pour m'en souvenir. Alors je vous posais cette question un peu de manière ironique parce que tous les portraits qui sont brossés sont des portraits très précis, avec moult détails. On voit les personnages bien apparaître, prendre forme. Donc c'est assez spectaculaire de l'avoir fait sans notes, d'autant qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux, je peux dire sincèrement que je n'ai rien inventé. Tels que je les ai décrits, c'est comme ça qu'ils sont dans ma mémoire. Alors la mémoire est toujours un peu sélective, et peut-être elle nous trompe un peu aussi, mais réellement, oui, ils sont tels que je les ai rencontrés. Je n'ai pas essayé de romancer le moins du monde, ce n'était pas le but. Il fallait que je montre les gens tels que je les ai rencontrés. Je pense à un autre auteur qui est Ruffin, qui lui est académicien, donc tout le monde connaît, et lui disait la même chose. Il disait « je ne prends jamais de notes ». Il a écrit son livre aussi sans jamais avoir pris de notes, alors qu'il est écrivain autrement que moi-même et académicien, donc, mais lui non plus ne prend pas de notes. Je crois que c'est une manière de vivre qui est comme ça. Je n'en prends jamais. D'ailleurs, dans mon métier, je ne prends jamais de notes non plus. Donc, ce qui veut certainement dire que vous avez une très bonne mémoire. Alors, revenons au titre. Alors, Camino Portraits. Alors, à ma prononciation, les auditeurs ont peut-être dû être surpris, mais il s'agit effectivement du mot portrait, mais en anglais, et donc Camino en espagnol. Donc, c'est un titre espagnol, anglais. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, parce que en fait, ça a été une surprise au tout départ quand j'ai commencé à faire les chemins. La langue des caminos en Espagne, ce n'est pas l'espagnol comme on pourrait le penser, mais c'est l'anglais. Parce que sur les chemins de Compostelle, on rencontre la planète entière, toute la planète de la sphère chrétienne. En fait, il y a énormément d'Européens, beaucoup d'Allemands, beaucoup de Hollandais, de Polonais, de Français, peu d'Espagnols, paradoxalement. Il y a beaucoup d'Italiens, mais il y a aussi beaucoup d'Américains, Américains du Nord, bien sûr, Américains du Sud aussi, beaucoup de Coréens.
chaque fois, j'ai rencontré des Coréens, j'ai même rencontré des Japonais, en petit nombre, mais j'ai rencontré plusieurs fois des Japonais. Donc, il y a le monde entier sur les chemins de Compostelle, en réalité. Et quelle est la langue de communication de tous ces gens-là? C'est naturellement l'anglais. Quand on rencontre un pèlerin, et on est en Espagne, il ne vous dit pas « hola », il vous dit « hello ». Donc vous avez compris qu'il faudrait parler anglais, quel que soit votre niveau d'anglais. Et donc l'explication du titre, en fait, vient du fait que j'ai rencontré sur les chemins un Américain qui, tous les soirs, prenait son cahier et dessinait des portraits ou alors des traits de couleur abstraits qui étaient son ressenti de la journée. Il faisait tout cela tous les soirs. On s'est suivi pendant peut-être une semaine ou deux, je ne sais plus. Et donc, son cahier, il l'intitulait Camino Portraits. Et donc, j'ai repris ce titre pour mon livre, et sans usurper la réalité, puisque, effectivement, sur le chemin, tout le monde s'oblige à parler anglais, même ceux qui le parlent très mal. Voilà. Donc, la langue, c'est l'anglais. Sur le chemin, on l'a bien compris. Alors, je voudrais que vous décriviez rapidement la couverture du livre, parce que ce n'est peut-être pas l'image habituelle que l'on se fait des chemins de Saint-Jacques. Ah. Alors, dites-nous. Alors, la couverture du livre, c'est une photo qui a été prise sur la Via de la Plata. La Via de la Plata qui part de Séville pour monter jusqu'à Santiago. C'est une voie difficile parce qu'elle est absolument désertique, en tout cas jusqu'au nord de l'Espagne. Et cette voie désertique où il fait 40 degrés au mois de septembre, donc assez dur, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien du tout. Et sur cette voie, j'ai rencontré une jeune Polonaise magistrate en Pologne, qui est dans le livre d'ailleurs, et qui a pris cette photo qui m'a séduit de suite. Et j'ai immédiatement pensé, lorsque j'ai voulu faire ce livre, que je la mettrais en couverture. On y voit une flèche jaune en bas de la page. Cette flèche jaune est absolument caractéristique. Tous les pèlerins sont toujours à l'affût de cette flèche jaune qui donne le chemin, en fait. Et on est perdu. Si on n'a pas vu cette flèche jaune depuis un moment, il faut s'inquiéter. C'est qu'on n'est peut-être plus sur le chemin et que l'on s'est perdu. Voilà, et ce qui signifie que quand on s'est perdu, on est parfois contraint de faire des détours, et là se posent des problèmes de fatigue, de temps. Absolument, ça m'est arrivé plusieurs fois de me perdre. Alors les pèlerins détestent revenir en arrière, on va toujours de l'avant, c'est une constante chez les pèlerins, mais il arrive que l'on se perde, et la seule véritable solution, après avoir erré un petit peu partout, c'est de faire demi-tour en fait, et de retrouver une flèche jaune qui nous remettra sur la bonne voie. D'accord. Alors si vous le voulez bien, nous allons revenir sur ce dont vous parliez au début, c'est-à-dire la motivation des gens pour aller sur le chemin. Alors, à un moment donné, vous dites le Camino est le remède à tous les maux, et un peu plus loin, ils levèrent leur verre à cette quête de sérénité qui anime tous les marcheurs, croyants, sceptiques ou athées. Alors, est-ce que le Camino, c'est vraiment le remède à tous les maux ? Moi, je le pense, que c'est le remède à tous les maux. On part, on a mal au dos, on n'est peut-être pas très bien dans sa tête, on n'est peut-être pas très bien dans son corps. On marche et il n'y a pas trop de questions à se poser parce qu'il faut marcher tous les jours, sachant que dans une albergue, on ne peut rester qu'une nuit. On doit laisser la place au suivant, donc il faudra se lever le lendemain matin pour marcher. Et on n'est pas toujours sûr le lendemain matin de pouvoir marcher parce qu'on a quelques problèmes avec ses pieds ou avec son dos. Et on marche quand même. Et finalement, tout ça se répare. Tout ça se répare en marchant. On avance en marchant, comme on dit, mais réellement, c'est la réalité. D'accord. Donc, merci Gérard Lacoste. Si vous le voulez bien, nous allons faire la première pause musicale.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert. Nous sommes en compagnie de Gérard Lacoste pour son roman Camino Portraits, paru aux éditions Akala. Gérard Lacoste, pourquoi ce choix de musique ? Parce que je trouve que Schubert s'accorde très bien à la sérénité que l'on recherche sur les chemins, en fait. Et on peut imaginer un départ au petit matin en entendant ce morceau de Schubert dans la nuit et en prenant tranquillement son pas dans une forêt. Je trouve que Schubert s'accorde parfaitement à ce que recherche en fait un pèlerin, c'est-à-dire ce calme, cette paix, cette sérénité, et c'est pour cela que j'avais fait ce choix. Merci. Vous avez évoqué tout à l'heure les motivations qui étaient des pèlerins, qui étaient à la fois diverses et variées, mais en général souvent floues. Vous dites même dans votre livre, il y avait donc autre chose que personne ne parvenait à exprimer, c'est-à-dire autre chose que ce que vous qualifiez précédemment d'ailleurs de banalité. Alors cette autre chose, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est bien là toute la difficulté d'arriver à l'exprimer. Cette question qui est posée en permanence ne trouve pas véritablement de réponse. Je pense qu'il y a la recherche de quelque chose en chaque pèlerin, ou en tout cas dans la plupart des pèlerins, parce que le seul fait de marcher ne suffit pas quand on voit que les gens viennent de toutes parts. Comme on le disait tout à l'heure, pour marcher sur des chemins, il y en a partout. On peut marcher n'importe où. Hein. Un Américain qui vient sur les chemins de Compostelle, un Japonais... Pourquoi ? Donc il y a forcément autre chose. Cette autre chose, on a du mal à le qualifier. Je pense que de toute façon, comme je le disais aussi, ce sont tous des gens de la sphère chrétienne. Donc il y a une recherche spirituelle, même si elle est un peu tue, même si elle n'est pas réellement formalisée chez chacun d'entre eux. Il y a quand même une recherche spirituelle. Elle n'est pas forcément religieuse. Elle peut être aussi laïque, teintée de religion, sans trop savoir. Il y a une recherche. Et bon, je crois qu'on dit souvent, ce qui compte, c'est pas d'aboutir, mais c'est le chemin que l'on fait. Et là, je crois qu'on est vraiment dans cette démarche-là. On fait un chemin. Alors, vous apportez des précisions tout de même dans cette quête de spiritualité que l'on pourrait qualifier de multiforme, puisque vous évoquez la quête de sérénité, vous évoquez la formule randonnée et spiritualité, finalement. Et à un moment, vous êtes même plus précis, puisque vous évoquez le tableau de Caspar David Friedrich. Alors, vous pouvez nous expliquer le symbole de ce tableau ? Ce personnage en haut de la montagne, et qui est parvenu en haut de la montagne, et qui contemple donc ce qu'il y a à ses pieds, et le personnage de mon roman qui lui aussi est parvenu en haut de cette montagne. C'est un passage assez difficile du chemin. Il s'agissait du Camino Primitivo. Donc le Camino Primitivo, on traverse les montagnes asturiennes, on est vraiment dans la montagne, et donc mon pèlerin que j'ai rencontré, qui s'appelle Jean-Louis, je crois, que j'ai effectivement rencontré, et arrive en haut de la montagne exténué, et il a beaucoup de difficultés. D'ailleurs, il dit que ça sera son dernier chemin. Et il a quand même à ses pieds toute la vallée, et il est quand même parvenu en haut de cette montagne pour contempler un peu son passé, je dirais, en l'occurrence. Et donc le titre du tableau, c'est « Voyageurs contemplant une mer de nuages ». Et la symbolique de parler de ce tableau à ce moment-là et à ce sujet, il y a un lien clair sur le fait de marcher vers son salut quelque part. Oui, il y a cette dimension-là, en effet, oui, absolument. Ouais. Alors dans les autres déclinaisons de cette quête de spiritualité, vous
vous évoquez aussi le fait de faire un pas de côté, de sortir de son quotidien. Vous évoquez aussi, vous faites beaucoup de portraits de personnes qui sont là suite à un deuil. Vous parlez même parfois de raisons de lutte contre le désœuvrement, tout simplement. Donc il y a beaucoup de choses très variées. Et vous parlez aussi que finalement les gens peuvent se mettre dans une situation d'obligation, mais librement consentie. Oui, tout à fait. C'est une discipline qu'on s'impose. Alors, les motivations, effectivement, il y a des gens qui ont subi des deuils, qui sont en période de deuil et qui, pour ces raisons-là, ont pris les chemins de Compostelle. Bon, d'autres, parce qu'ils ont eu des maladies très graves, ils en ont réchappé, et donc ils viennent sur les chemins de Compostelle avec pour but d'aller jusqu'à Santiago, parce que tous les pèlerins ne vont pas jusqu'à Santiago. Certains s'arrêtent avant et reprendront l'année d'après, ou s'arrêteront sans aller jusqu'à Santiago. Mais enfin, l'essentiel des pèlerins, quand même, a pour vocation d'aller jusqu'à Santiago. Donc tous ces gens-là sont motivés par des événements, des accidents de la vie, on pourrait dire, qui fait qu'à un moment, ils font ce pas de côté pour cette motivation-là. D'autres le font parce qu'ils ont envie de faire un pas de côté. C'est tout simplement un choix de sortir de sa vie confortable, en fait, et de partir sur les chemins avec très peu de choses, un sac sur le dos et avec un minimum de choses dans le sac, parce qu'il faut le porter. C'est quand même lourd sur le long terme, donc on part avec presque rien, et c'est une expérience aussi du dénuement, je dirais. On décide d'être démuni, de n'avoir presque rien, et ce dénuement consenti permet de vivre différemment. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'on vit très bien avec très peu de choses. Donc, c'est aussi une expérience de vouloir se démunir volontairement. Alors, dans ces recherches que l'on pourrait qualifier donc de spirituelles au pluriel, dans le Camino, il y a le côté effectivement recherche spirituelle, mais il y a une dimension du temps. Alors sur le temps, sur la fuite du temps, sur l'instant, sur l'horizon, l'enchaînement des jours de marche du lendemain. Vous citez Buzzati et Crac. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer par rapport à cette notion de temps ? Ah, ça c'est Buzzati et Crac, c'est le problème de l'attente, en fait. C'est-à-dire que dans la vie, en fait, on se rend compte que on passe énormément de temps à attendre. On attend. Alors le chômeur attend d'avoir un emploi. Il s'agite pour avoir un emploi, mais enfin, il attend, et c'est très long parfois, et on attend de guérir d'une maladie, on attend beaucoup de choses dans la vie, on attend que le temps passe pour devenir adulte quand on est adolescent, et on voudrait être rapidement adulte, par exemple. Enfin, il y a toute motivation d'attente dans la vie, et sur le chemin, ces notions-là, en fait, disparaissent. Tous les matins, il faut marcher. On a la principale occupation du pèlerin au quotidien, c'est quand même de marcher, de faire 20, 25, 30, voire 35 kilomètres, rarement plus quand même, mais ça occupe beaucoup la journée. Ensuite, il faut récupérer de cette marche, parce que le lendemain, il faudra en faire autant. Donc, on n'a pas trop de questions à se poser, ni quant au passé, ni quant à l'avenir. Il faut assumer un présent qui s'impose et qui n'est pas toujours très facile, en fait. Il faut quand même marcher tous les jours. Il pleut parfois, il fait froid, il fait très chaud au contraire. Et donc, malgré tout, il faut affronter tout ça. Donc, quelque part, on est dans une situation où on réduit un peu le nombre de questions parce que on doit marcher. Ce qui vous fait dire, par la suite, ce qui vous fait qualifier cette marche de geste primal sans explication. Vous pourriez nous préciser ? Oui, parce qu'en fait, tout le monde marche.
La première chose d'un enfant, c'est de vouloir marcher. Et les parents s'occupent essentiellement à faire en sorte qu'un enfant marche. Et toute sa vie, on va devoir marcher, même si on marche infiniment moins qu'autrefois. Il faut quand même marcher. Marcher est un geste évident, un geste primal, en effet, essentiel, et que l'on a un peu oublié dans les sociétés modernes, puisqu'il y a les transports en commun, la voiture et tout ce que l'on sait. Malgré tout, marcher, si on regarde les anciens, Nietzsche disait qu'il marchait 3 heures par jour pour pouvoir écrire, hein, par exemple, d'autres que lui aussi. Donc, oui, marcher, c'est un geste essentiel qui permet, je pense, de se retrouver, en fait. Il permet de se retrouver. Je le dis d'ailleurs, je crois, en exergue de mon livre. Ce geste, effectivement, c'est se retrouver face à soi-même avec rien d'autre que ses 2 jambes pour marcher. Voilà. Et ce geste primal, effectivement, est peut-être à rapprocher de ce que peuvent ressentir les coureurs à pied, par exemple, où l'adrénaline, le fait d'avoir un sentiment de peut-être aussi rentrer en semi-transe physiquement, peut-être, non? On éprouve ce sentiment en courant. C'est vrai, on peut l'éprouver. En marchant, pas vraiment. Marcher, c'est un geste bien différent. Et donc, on est marcheurs au long cours. Là, on va faire des 20, des 30 km, voire plus. Et donc, il faut adapter son pas, courir. On peut adapter sa course. Mais enfin, à un moment, il faut que les 2 pieds soient en l'air. Donc, c'est quand même un effort différent. Alors que marcher est plus accessible, je dirais. Et c'est une autre activité. Je pense que la motivation est différente. En fait, dans les pèlerins que j'ai rencontrés, très peu sont des coureurs. Les gens sont des marcheurs, mais pas des coureurs, très peu. C'est 2 activités différentes. Et je pense que c'est 2 motivations vraiment différentes. L'une est une motivation sportive, essentiellement sportive, de courir. L'autre est une motivation aussi sportive, mais pas seulement. Il y a toutes les dimensions que l'on évoquait à l'instant. Voilà. Alors donc la dimension caractéristique de la marche, c'est effectivement le lien entre le corps et l'esprit. Hein, ça c'est. Alors la citation dont vous parliez de Jacques Lanzmann, peut-être, je vais la lire pour les auditeurs parce que je l'ai bien aimé. Marcher, c'est retrouver son instinct primitif, c'est aller avec soi sans autre recours que ses jambes et sa tête. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Hein, tout est dit. Alors, le camino, c'est le temps, c'est le geste primal, et quelque part aussi, c'est le dépassement de soi. Oui, aussi, hein? Oui. Hein? Oui, absolument. On s'est fixé un but, c'est d'arriver à Santiago. Et bon, en principe, ça dépend d'où l'on part, mais pour ce qui me concerne, il faut 5-6 semaines de marche. Et donc, on va se donner tous les moyens d'y arriver, je dirais. C'est-à-dire, tous les moyens d'y arriver, ça veut parfois dire aussi ralentir un peu sa marche, ne pas prendre trop de risques, parce que le lendemain, il faut redémarrer. Donc, parfois, une tendinite peut nous laisser sur le côté définitivement. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Donc, il faut être très prudent aussi. Donc, il faut gérer. C'est une gestion aussi de sa marche, de sa progression. Voilà, c'est une maîtrise de soi. C'est une maîtrise de soi, oui. Voilà. Alors, au-delà de la maîtrise de soi, vous dites fort pertinemment qu'il y a un rapport à la symbolique quand les gens disent « je vais » ou « je veux faire le Camino ». Alors, je vais vous lire. Vous dites « même si l'on veut croire que l'esprit souffle sur le Camino, les considérations spirituelles peuvent vous surprendre n'importe où. Il n'est point besoin de lieu prédestiné pour cela. Une révélation, si elle devait survenir, ne se soucie guère de géographie. Mais la symbolique toujours l'emporte et les humains en ont besoin pour pallier leur incertitude, la peur du vide. » Oui. Donc, cette dimension du Camino, ça voudrait peut-être, ça signifie même, et ça sous-entend que l'on fasse Santiago ou un autre Camino, on est confronté à la même chose et on peut espérer la même chose.
Oui, il y a toujours la symbolique est toujours très forte chez les humains, chez tous les humains. Et quelque part, beaucoup de pèlerins ont le sentiment que si quelque chose doit advenir, c'est sur le Camino de Santiago que ça adviendra. Bon, on peut quand même penser que si effectivement l'esprit souffle, comme je le disais, il soufflerait, et s'il doit souffler, il soufflera n'importe où. Si une révélation doit advenir, elle peut advenir, je pense, quelle que soit la géographie des lieux. Mais il n'empêche, c'est toujours à Santiago, enfin en tout cas sur les chemins de Compostelle, qu'on ira plus facilement chercher une éventuelle révélation, ou en tout cas, sinon une révélation, en tout cas une sérénité que l'on ne trouve pas peut-être ailleurs, alors que des chemins, il y en a absolument partout. Alors il y a un auteur, je crois que c'est David Le Breton, mais je ne suis plus sûr de son nom, qui écrit un élément du légendaire chemin tient à ce qu'il est souvent appelé chemin des étoiles, car il suit la Voie lactée, établissant une correspondance entre le ciel et la terre. Oui, c'est-à-dire que Compostelle, ça veut dire étoile en fait. Hein. Donc, on peut faire l'association assez facilement. Que dire? C'est ça. Bien, Gérard Lacoste, je vous propose de faire une seconde pause musicale. Parole d'auteur. Philippe Gilbert. Nous sommes toujours en compagnie de Gérard Lacoste sur les chemins de Santiago pour son roman Camino Portraits paru aux éditions Akala. Gérard Lacoste, sur le Camino, il y a des choses, je dirais, spécifiques qui se passent. Ce sont essentiellement des rencontres. Ces rencontres, est-ce que vous pouvez nous dire comment elles se produisent et comment on peut les qualifier ?
Alors, les rencontres se produisent d'une manière absolument fortuite, je dirais, sur le chemin lui-même. On va doubler un pèlerin ou on va être doublé par un pèlerin, donc on va se rencontrer. Bien entendu, on se salue. Et à partir de là, il peut y avoir un contact plus long, c'est-à-dire on va peut-être décider d'échanger quelques mots ou pas. Hein, certains peuvent passer, suivre leur chemin, mais souvent on échange quelques mots et ces quelques mots peuvent devenir quelques phrases et ces quelques phrases peuvent devenir une conversation. Et puis sur une durée qui est très variable, ça peut être pendant 1 heure, ça peut être pendant quelques heures, quelques jours, même quelques semaines. Alors ce qui est intéressant, c'est que on rencontre des gens, on noue un contact avec eux, qui va se rompre parce que la personne veut s'arrêter pour se reposer alors que l'on veut continuer, par exemple. Plus loin, on va se reposer et c'est la personne que l'on a doublée qui va continuer et on va se retrouver. Et comme ça, pendant plusieurs semaines, on rencontre des gens que l'on a perdus et que l'on retrouve en permanence. Et c'est comme ça, tout au long d'un chemin qui peut durer plusieurs semaines, on rencontre des gens que l'on a perdus, que l'on va retrouver. Et il y a ce mouvement permanent qui fait que on devient finalement assez... On côtoie des gens comme ça, sans trop s'en rendre compte. C'est informel en fait, mais on noue des liens informels comme ça. Et on finit par connaître les gens de cette manière-là, parce qu'on partage tous les mêmes interrogations quant au chemin. Les interrogations sont très terre à terre. Il faut se loger, il faut se nourrir, il faut se soigner. On peut avoir des bobos qui nous empêchent de marcher. Nous allons parler des bobos. Alors, vous résumez ce que vous venez de dire en faisant une image sur la division cellulaire, et je lis le passage. De cette séparation naissent d'autres rencontres qui, comme pour la division cellulaire, permettent la multiplication. Ainsi se profile une sorte de confrérie informelle. Finalement, c'est le hasard qui fait que bien finalement on tisse des liens, oui. Et ces liens où les gens vont se recroiser un peu plus tard ou pas. C'est l'aléa total. C'est l'aléa, mais en fait c'est vrai que l'on recroise sur le long terme. Le long terme, c'est un mois et demi. On recroise effectivement beaucoup de gens que l'on avait vus précédemment, qui eux-mêmes ont rencontré d'autres personnes, d'où la division cellulaire, c'est-à-dire que finalement on a rencontré une personne, ça devient 2 ou 3 personnes plus loin, et au bout du compte, on finit par connaître pas mal de monde sur un chemin. Alors sur le Camino, il y a des règles, des us et coutumes. Alors en particulier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a le phénomène de la langue qui est l'anglais, et vous dites que la première chose, les premiers échanges, c'est on demande à la personne que l'on rencontre sa nationalité, hein, c'est ça. Oui, absolument, pour pouvoir communiquer. D'accord. Vous dites aussi que il y a un certain look qui permet de déterminer l'appartenance des gens à certaines catégories. Oui, c'est très curieux, mais même sur les chemins de Compostelle, on arrive à deviner plus ou moins quelle est la nationalité des gens, en regardant très, très simplement la marque du sac à dos, par exemple, est un élément. Avec ce seul élément, on peut savoir si la personne est plutôt allemande, espagnole, française ou américaine. On regarde, les chaussures sont un élément aussi. Certains ont leurs habitudes vestimentaires différentes que d'autres. Les Américains sont différents des Européens. Alors, c'est pas toujours vrai, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a des petites différences comme ça. Un peu comme dans la vie de tous les jours, on peut rencontrer comme ça des différences qui donnent des informations sur la provenance des pèlerins, oui. Alors, vous dites aussi qu'il y a des outils ou des accessoires indispensables, et vous parlez notamment des boules qui est. Ah, les boules qui est, parce qu'on va dans les albergues, encore qu'avec le Covid, beaucoup moins, mais surtout avant le Covid, les albergues sont les endroits intéressants parce que d'abord on y va pour dormir et pour s'alimenter, hein, même s'il n'y a pas de restaurant dans les albergues, il y en a un à côté en général, mais c'est là que l'on rencontre
C'est là que l'on fait les rencontres, que l'on rencontre d'autres pèlerins qui viennent aussi dormir et on va communiquer avec eux. Et peut-être repartir le lendemain matin avec certains aussi, parce qu'on démarre à la même heure. Donc oui, c'est un endroit intéressant pour faire des rencontres de gens de tous les pays. Alors avant de parler de quelques portraits plus précisément, vous abordez aussi les difficultés qui sont liées au mauvais temps, vous parlez des ampoules, des tendinites, et vous parlez des chinches. Les chinches. Alors, qu'est-ce que c'est les chinches? Ce sont des punaises de lit. Ce sont des punaises de lit, véritables fléaux sur les caminos, parce qu'elles prolifèrent absolument à une vitesse astronomique et elles infestent toutes sortes d'établissements, pas seulement des albergues. Alors en général, on redoute de les attraper dans les albergues, si bien que habituellement, il est interdit de mettre son sac sur le lit pour éviter, si le sac a été posé dans la nature et a pris des chinches, donc des punaises de lit, il est interdit de les poser sur les lits. Il y a des albergues aussi, je le dis dans le livre, où il faut laisser son sac à l'extérieur pour éviter justement cette chose-là. Personnellement, j'ai été victime 2 fois des chinches, non pas dans des albergues, mais dans des hôtels. Je m'étais fait ce luxe de descendre dans des hôtels, et c'est là que j'ai attrapé des chinches. Manque de chance. Manque de chance. Donc ce sont les petits inconvénients quand on fait le Camino. Lorsque vous avez construit cette galerie de portraits, vous avez choisi un petit peu toutes diverses catégories. Alors moi, j'en ai retenu 7. J'ai retenu les habitués, les permanents, les endeuillés, les accidentés de la vie, les touristes, les solitaires et les couples. Donc il y a un petit peu tous les cas de figure. Donc on n'ira pas plus loin pour conserver le suspense pour les auditeurs. En revanche, vous dressez, j'ai relevé 34 portraits. Est-ce que vous pourriez nous en choisir un très brièvement et nous dire c'est lequel préférez-vous finalement, le portrait que vous avez fait? Lequel je préfère, c'est vraiment difficile à dire. Je vais vous dire peut-être celui qui m'a le plus touché, plutôt que celui que j'ai préféré. Celui qui m'a le plus touché, c'est un Espagnol qui marche seul, qui n'est plus tout jeune, qui a des difficultés pour marcher, il marche très lentement, et il a manifestement peu de moyens financiers pour pouvoir s'héberger et se nourrir. Et cet homme qui marche très lentement est parti pour faire un camino très très long. D'après ce que j'ai pu savoir du peu qu'il disait, c'était un Espagnol. Et de voir cet homme marcher sur les chemins comme ça, c'était absolument émouvant parce qu'on ne savait rien de lui. Et on l'imaginait marcher perpétuellement sur les chemins. Et on ne sait pas pourquoi. C'est un homme, un pèlerin permanent. Et donc, j'ai retenu, oui, dans ma tête, ce pèlerin permanent qui vient d'on ne sait où et on ne sait pas où il va non plus. Manifestement, il ne rentrera pas chez lui. À rapprocher au mythe de Sisyphe, de l'effort sans cesse renouvelé. Oui. Arrivé au bout, on recommence et on n'a pas d'autre alternative. Bien, merci. Alors, je voudrais conclure sur une citation de Charles Wright qui a écrit Le chemin des estives et qui parle aussi de la marche. Et il dit « Marcher, c'est revenir à la nudité des choses et être passionné par la question du départ vers soi », ce qui rejoint tout à fait les constatations que vous avez faites. Gérard Lacoste, le prochain roman est en cours d'élaboration, mais je n'en suis qu'au début, donc ça sera aussi un long camino. Ça sera un long camino. Bien, merci beaucoup Gérard Lacoste pour ce morceau de chemin. Je rappelle que votre livre Camino Portraits s'est paru aux éditions Akala. Nous vous souhaitons un bon futur Camino et un grand merci aux auditeurs pour leur fidélité. Au revoir. Merci à vous.